BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, la SEC est-elle en train de ternir sa réputation après une nouvelle défaite pour le gendarme financier américain dans le procès Ripple? Le Web3 est-il encore un marché porteur pour l'emploi? On se pose la question notamment avec une licorne comme Ledger qui annonce la suppression de 12% de ses effectifs. Est-ce que Bitcoin s'inspire d'Ethereum? Bitcoin évolue, BitVM fait son apparition. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Tu es chef de rubrique crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Tout à fait. Lilian Aliaga aussi est avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptost. Exactement. Et Lilian, 1700 Ethers vendus en une journée, et ça s'est passé avant-hier, vendus par la fondation Ethereum elle-même, ce qui représente tout de même 2,7 millions de dollars. D'habitude, les ventes de la fondation correspondent souvent à des pics du cours de l'Ether. Ça a été le cas notamment en novembre 2021, lorsqu'elle avait vendu 95 millions d'Ether, au moment où la crypto dépassait les 4700 dollars. Est-ce qu'on est sur un point haut d'Ethereum, Lilian, d'après la fondation ? Bon, ça c'est un peu des spéculations, je pense. C'est peut-être même des coïncidences, j'ai envie de dire. Bon, je ne suis pas analyste technique, donc je ne peux pas vous répondre à Amaury pour vous dire si demain l'Ether ira plus haut ou plus bas à court terme en tout cas. Néanmoins, c'est vrai que c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Ça a fait un petit peu peur à la communauté, puisque, comme vous l'avez expliqué, la fondation Ethereum a décidé de vendre 2,7 millions de dollars d'Ether, donc 1700 Ethers, ce qui a fait peur aux investisseurs qui se sont dit pourquoi est-ce que cette fondation décide de vendre de l'Ether? Est-ce que ça signifie qu'elle ne croit plus au projet? Parce que c'est vrai qu'on a lu des commentaires comme cela, je ne les invente pas. Non, mais ça peut faire peur. C'est vrai que voilà une somme comme ça qui est quand même assez importante. Mais d'ailleurs, par rapport au nombre total que détient la fondation, ça représente combien de pourcents? C'est infime par rapport à ce qu'elle détient. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a rien d'alarmant dans cette actualité. Dans le sens où, comme vous l'avez expliqué aussi, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça leur arrive très régulièrement. Et en fait, il faut juste essayer de comprendre ce qu'est cette fondation Ethereum. En fait, c'est une organisation dont le but est d'accompagner le développement de l'écosystème d'Ethereum, donc de financer des développeurs, de financer des constructeurs d'applications décentralisées, etc. Et donc, tout simplement, ce qu'ils ont fait en vendant ces Ethers cette semaine, c'était de faire ce qu'on leur demande de faire, à savoir de financer des projets. Et d'ailleurs, si on regarde le portefeuille qui a réceptionné ces 2,7 millions d'USDC, c'est un portefeuille qui s'appelle Grant Provider. Donc, en fait, un fournisseur de grants, et dans l'écosystème des cryptos, les grants, c'est des financements qu'on distribue soit à des personnes qui vont, par exemple, éduquer une communauté ou qui vont construire des applications. Donc, on peut se douter que ça rentre tout simplement dans cette optique-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui se renseignent un petit peu sur Ethereum, ils se rendront compte que 8% des quantités d'Ether qui ont été distribuées lors de l'ICO d'Ethereum ont été distribuées à la fondation, justement, dans cette optique-là. Donc, il n'y a rien d'anormal, absolument. Alors, est-ce qu'on peut avoir la réponse? Je ne sais pas, Jérémy, par exemple, je ne sais pas si tu as un avis, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la fondation vend les Ethers sur un point haut. C'est quoi? C'est une coïncidence? Ou alors ils ont quand même des moyens de savoir un petit peu, de connaître un peu les pics de ce marché? En l'occurrence, je pense qu'au regard de la somme, qui reste infime par rapport à la taille de la fondation, je pense qu'il n'y a pas eu de calcul là-dessus. Si c'est un point haut, dans ce cas-là, je m'inquiéterais pour le reste du marché. Je crois qu'on est à peu près à 1500 € pour le cours de l'Ether. Alors cela reste conséquent lorsqu'on en a acheté à 20 € 150, mais il y en a des gens qui l'ont acheté à 4000. Donc en l'occurrence, si c'est le point haut du marché, cela veut dire que l'hiver crypto va être encore très long. Ne fait que commencer. Donc à vrai dire, je pense que c'est plutôt une coïncidence qui avait des besoins de trésorerie. La fondation Ethereum, ça reste une grosse fondation dans l'univers crypto. On peut penser à la fondation Tezos qui est aussi une grosse fondation. Voilà, ce sont des types d'organisations qui ont un burn rate, c'est-à-dire qui ont des besoins de trésorerie qui restent conséquents, qui filent, comme vous l'avez dit, Lilian, beaucoup de subventions. Donc à mon sens, c'est qu'une coïncidence et le marché s'est un petit peu affolé parce qu'en l'occurrence, à l'heure actuelle, le marché s'affole pour n'importe lequel des signaux qui peuvent apparaître. Tout à fait. Le marché est stressé. Donc, voilà. Messieurs, a priori, pas de raison de s'inquiéter sur cette vente. Pas outre mesure. Voilà, bon, très bien. Bon, en tout cas, on va quand même se poser la question, est-ce que le Web3 est un marché porteur, toujours porteur, pour l'emploi? Parce que c'est ce qu'on pensait l'an dernier. Il y avait quand même une prévision de 2400 emplois en 2023, donc pour cette année, qui a été publiée dans une étude KPMG à Dannes l'année dernière. 12 mois plus tard, on voit que le contexte a changé, Jérémy.
le bear market se prolonge et les entreprises en pâtissent. On a notamment, si on prend l'exemple de la licorne Ledger, qui annonce quand même une suppression de 12% de ses effectifs. Mais dans ce cas précis, on peut se demander, pour commencer par là, est-ce que c'est un plan d'urgence ou alors c'est pas simplement une mesure de prudence? C'est toujours un mauvais signal. 12%, cela reste conséquent pour n'importe laquelle des entreprises. On parle d'environ 90 employés et nous sommes tous désolés pour eux. Après, Ledger reste un des plus gros employeurs du secteur Web3. Ils avaient 750 environ employés à la base. Donc cela n'est que 12% entre guillemets. Dans le cas de Ledger, je pense que c'est plutôt un cas de gestion de bon père de famille de la part de Pascal Gauthier. On a parlé de l'hiver crypto dure, et je pense que néanmoins les entreprises se montrent de plus en plus prudentes. On a tous évoqué un éventuel retour du bull market, du marché haussier au moment du halving de Bitcoin, lorsqu'il y aura moins d'émissions de Bitcoin, donc pour 2024. En avril 2024. Ouais. Néanmoins, je pense que ce halving est déjà pricé, et en l'occurrence, c'est pas forcément ce qui va déclencher le retour du bull market. Et je pense que c'est plutôt intelligent de la part de certaines entreprises de faire preuve de prudence. Ce sont des entreprises qui ont parfois grandi très vite. Ledger, l'effectif est en effet très conséquent. On sait aussi qu'ils ont eu des difficultés, notamment avec l'un de leurs produits phares, en tout cas ce qui est censé être un produit phare, c'est-à-dire le Ledger Stacks, qui n'arrive pas, qui est toujours en retard. Donc en l'occurrence, de la part de Ledger, c'est plutôt de la gestion prudentielle plutôt qu'une situation urgente. Petite digression, Jérémy. Si pour toi, c'est pas le halving qui va déclencher le prochain marché haussier, quels paramètres on pourrait surveiller? Je pense qu'on est plutôt dans une situation, alors on fait vite, mais on est plutôt dans une situation macro. Globalement, le marché n'est pas que baissier dans le secteur crypto. En l'occurrence, moi, je pense que il n'y aura pas de retour du marché haussier, comme on l'a dit, avant quelques mois et voire même quelques années avant 2025. Je trouve que le marché est déjà correct à l'heure actuelle. Bitcoin, il vaut à peu près 27 000, 28 000 euros. L'Ether est à 1 500 euros. Et je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des valeurs qui pouvaient s'acheter pour bien moins cher il y a encore 5 ans. Je rappelle qu'en 2020, lorsque le Covid arrive, Bitcoin s'achète à 3 000 euros. Donc finalement, c'est pas si grave. Oui, il faut le préciser. On dit marché baissier, mais le marché est quand même très haut si on compare, si on revient quelques années en arrière. Voilà. Donc le marché pour le moment s'est stabilisé. En revanche, je pense que lorsque la SEC, dont on parlera encore tout à l'heure, approuvera les fameux ETF de Bitcoin, peut-être que cela permettra de ramener un peu plus de liquidité. Ça pourrait être, un des déclencheurs. On parlait de Ledger, qu'en est-il des autres? Parce que Ledger est quand même, malgré cette histoire de Ledger Stacks, est quand même plutôt en forme, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe pour les autres entreprises du Web3? Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciements ailleurs ou de licenciements à venir? J'ai pas de métriques fiables sur l'ensemble du secteur. En revanche, il y a un sentiment qui est plutôt négatif. Valentin, il y a peu chez vous, a parlé des problèmes de financement et des levées de fonds. On est sur un des plus bas niveaux depuis 2020, justement, depuis 3 ans, au 3e trimestre 2023. Il y a des problèmes de financement, et pour des entreprises qui sont souvent d'ailleurs en série B. C'est pas forcément les entreprises les plus précoces, c'est plutôt des entreprises qui sont en phase de deuxième levée de fonds, qui ont grandi très vite, qui ont des besoins de liquidité parce qu'elles ont une masse salariale très, très élevée, et elles n'ont pas forcément de revenus récurrents mensuels. Alors, petit rappel pour ceux qui nous écoutent, série B, en général, on en est où dans la vie de l'entreprise? C'est une entreprise qui est déjà confirmée, qui a déjà levé une certaine somme d'argent lors d'une série A, donc on est plutôt sur 10 millions d'euros. La série B, on est plutôt sur du 30 millions d'euros, 50 millions d'euros. C'est des entreprises qui ont environ 50 employés, si ce n'est plus. Donc des entreprises qui ont une taille assez solide. Pour elles, les financements se sont taris. Et d'ailleurs, il y a peu sur Capital, on révélait aussi la nouvelle orientation d'une entreprise, une startup qui s'appelle Immortal Game, qui développe un jeu d'échecs Web3 qui a dû réduire aussi son effectif, environ une dizaine de salariés. C'est une entreprise qui a levé 14 millions d'euros quand même l'an passé. Mais encore une fois, ils sont prudents. Les revenus récurrents mensuels ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, et dans ces cas-là, il faut faire preuve de précaution. Donc en tout cas, à l'heure actuelle, le sentiment est négatif. Encore une fois, pas de métriques fiables sur les données. Je ne sais pas s'il y a des plans sociaux particulièrement généralisés. Néanmoins, en tout cas, les prévisions d'embauche sont quand même revues à la baisse. Pour la plupart, elles sont gelées. Lilian, sur les levées de fonds qui sont beaucoup calmées, c'est le 3e semestre, enfin le pire de ce bear market. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Jérémy l'expliquait très bien. 3e semestre de cette année, 3e trimestre de cette année 2023 a été le pire depuis le départ du bear market en termes de levée de fonds. On était aux alentours de 100 millions de dollars, je crois. Donc quasiment 8 fois moins qu'en début d'année 2022. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont quand même assez faibles. Donc évidemment, on peut se douter que ces entreprises peinent à trouver des financements. En plus,
comme Jérémy l'expliquait très bien, avec le prolongement de ce bear market, on a peu de nouveaux entrants sur le marché, on a du mal à pérenniser ses revenus et donc forcément tout ça mélangé, ça donne des décisions comme des licenciements. C'est pas étonnant. Mais alors pour les levées de fonds, on voit que pour l'instant c'est compliqué. Pour les entreprises qui existent déjà, alors c'est compliqué de savoir exactement parce qu'on n'a pas les yeux dans leur trésorerie, mais il leur reste de quoi tenir longtemps. C'est quoi, on peut être optimiste par rapport à ça, ou alors on peut carrément dire que c'est la fin du Web3 en France, Jérémy? Alors c'est pas la fin du Web3, clairement pas. En revanche, il va y avoir de la casse, ça il faut s'y attendre. Et je pense notamment à certaines startups alors qu'ils n'avaient pas forcément de produits, plutôt des agences marketing, des agences créa. Et j'ai un exemple assez marrant si je dois le qualifier ainsi, c'est-à-dire d'une agence qui a développé, qui accompagnait des marques pour des produits NFT et qui finalement a annoncé un pivot vers l'intelligence artificielle pour de la modération sur Discord. Donc cela démontre quand même un business model qui n'était pas forcément très cohérent et un certain nombre de convictions dans le secteur. Néanmoins, moi je vois aussi beaucoup de startups, de jeunes startups qui ont justement peu de masse salariale et qui s'adaptent très vite, qui ont déjà des produits et qui vont bien, même si elles sont encore en phase de levée de fonds, n'arrivent pas forcément à lever les fonds nécessaires. Pour le moment, elles tiennent. Néanmoins, oui, il va y avoir de la casse. On attend encore les prévisions de l'ADAN et de KPMG qui va probablement refaire une étude pour début d'année 2024 de ce que j'ai cru comprendre, mais ça va être compliqué pour beaucoup d'entreprises si elles se montrent pas prudentes. En tout cas, comme je l'ai dit, beaucoup de plans d'embauche sont gelés. Il va y avoir quelques réductions d'emplois, en tout cas sur les postes qui ne sont pas forcément prioritaires. Néanmoins, il y a encore des jeunes startups. Valentin Demey et d'autres associés lancent un incubateur à Angers. Cela construit dans le secteur Web3. Cela construit toujours. On a toujours des entreprises qui sont quand même solides, mais ce n'est pas forcément la fête et le ruissellement d'argent comme on a pu le constater l'an passé notamment ou encore il y a 2 ans. C'est sûr, conditions de marché compliquées, mais effectivement, comme tu l'as souligné, Jérémy, il y a quand même des gens qui construisent dans cet écosystème, et on le voit même notamment chez des acteurs traditionnels. Dans cette émission, il y a des gens de chez Rothschild Asset Management qui sont venus, qui ont créé un fonds thématique blockchain et qui investissent. Et ce fonds, si je dis pas de bêtises, a été créé il y a un peu plus d'1 an, donc on était en bear market. Et ils investissent, donc il y a quand même des gens qui y croient et qui construisent. Et c'est ce que me soulignait une source d'un cabinet de conseil qui me rappelait quand même qu'au sein des corporates et des grosses entreprises, il y a toujours des pôles innovation où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur des sujets Web3. Ça veut dire que c'est pas du tout la fin du Web3, c'est peut-être la fin pour des entreprises natives du Web3 qui n'avaient pas forcément vocation à finalement subsister. En revanche, la technologie, elle, est faite pour durer, les entreprises l'adoptent et il y aura toujours, en tout cas, de l'emploi au sein de ces entreprises-là pour des gens de ce secteur-là. Au contraire, en fait, ça la démontre plutôt un secteur technologique qui est en train de tout simplement de grandir, de mûrir, et le Web3 est là pour durer. En revanche, il risque d'y avoir aussi quelques problématiques, notamment avec la réglementation qui pourrait avoir aussi quelques conséquences. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, on va voir qu'il n'y a pas que les entreprises qui s'adaptent, qui évoluent. Il y a aussi Bitcoin qui évolue, Lilian. Est-ce que Bitcoin s'inspire d'Ethereum? On va voir ça tout de suite, parce que qu'est-ce que BitVM, Lilian? Est-ce qu'on va bientôt avoir des smart contracts sur Bitcoin comme sur Ethereum? Ouais. Alors, est-ce que Bitcoin s'inspire d'Ethereum? C'est une bonne question. Je pense que ça ferait hérisser les poils de certains Bitcoin maximalistes. Après, ça fait toujours plaisir de parler de Bitcoin. On n'en parle pas très souvent, mais quand on a des nouveautés sur Bitcoin, c'est souvent ultra passionnant, et c'est le cas. Donc, pour donner un petit peu le contexte, on a eu il y a quelques jours un white paper qui a été publié pour un produit, un concept qui s'appelle Bitcoin VM, donc Bitcoin Virtual Machine, qui permettrait globalement de pouvoir construire des smart contracts en dehors de Bitcoin et de les valider sur Bitcoin sans avoir à modifier le consensus de la blockchain. C'est ça qui est super pertinent. Finalement, pour expliquer un petit peu, je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail technique parce que je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur ce white paper, mais il est dense. C'est dense, c'est très technique. Je suis pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui. C'est très technique, donc si on veut pas perdre tout le monde, je vais pas en parler. Mais d'ailleurs, on a un article dessus sur Cryptos, donc pour ceux qui veulent avoir un peu d'infos, il y en a quand même qui restent accessibles. Mais pour résumer un petit peu, c'est en fait un concept qui vise à pouvoir permettre de réaliser des calculs très complexes en dehors de la chaîne Bitcoin. Donc, par exemple, pour pouvoir construire des smart contracts et ensuite les faire valider sur la blockchain Bitcoin. Et ça, pour ceux qui suivent un petit peu, ça peut rappeler ce qu'on appelle les roll-up en fait sur Ethereum, par exemple les optimistic roll-up. Et donc, si on résume très grossièrement, on pourrait dire que on peut construire finalement des secondes couches de type roll-up sur Bitcoin. Et ça ouvre des portes assez exceptionnelles de construire des applications décentralisées, des systèmes de paiement plus complexes sur Bitcoin.
Et évidemment, c'est super passionnant. Et je pense que vous pouvez prendre note de ça, Amaury. La prochaine fois que je reviens sur ce plateau, à mon avis, on pourra en discuter ensemble. Il y aura des nouveautés et ça risque de pas disparaître demain. On en discutera avec plaisir, Lilian. Mais juste pour finir rapidement là-dessus, de ce qu'on sait pour l'instant, ce serait vraiment très différent de ce qui existe déjà sur Ethereum. Ou alors c'est un peu la même chose qu'on met sur Bitcoin? C'est un peu compliqué parce que on va dire que c'est beaucoup moins facile de construire ce genre de choses sur Ethereum. On avait déjà eu sur Bitcoin, par rapport à Ethereum. On avait eu des prémices avec les ordinals, les inscriptions sur Bitcoin. C'est ça qu'aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal calmé. Après, est-ce que ça s'est calmé parce que les NFT sont calmés? Voilà. Alors je dis NFT, c'est pas des NFT techniquement. Alors il y a des NFT, il y a des tokens, les tokens BRC20, etc. Mais j'avais creusé un petit peu la technologie derrière ces fameux tokens BRC20. Pour prendre un exemple, en fait, ce sont des codes qui sont très basiques. Il y a 3 fonctions par rapport à un smart contract sur Ethereum pour créer un token. C'est beaucoup plus complexe. Donc en fait, on a peut-être moins de marge de manœuvre. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas considérer que ce sont des vrais roll-up ou considérer qu'on peut construire des vrais smart contracts. Mais en tout cas, c'est un concept qui est prometteur. Et qui pourra permettre peut-être de développer des choses assez intéressantes. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas le comparer véritablement à une layer 2 d'Ethereum. Bon, on va suivre tout ça avec attention. La régulation, vous voulez en parler? On en parle. La SEC est-elle en train de ternir sa réputation? Nouveau revers pour la SEC il y a quelques jours dans le procès qui l'oppose à Ripple. Sa dernière demande d'appel lui a été retirée. Lilian, est-ce que tu peux nous faire une petite mise en contexte? Tout à fait. C'est dans le cadre donc du procès entre le gendarme financier américain, la SEC, et l'entreprise Ripple qui émet la crypto-monnaie XRP, qui est l'une des crypto-monnaies les plus populaires sur le marché des cryptos. Alors c'est un procès qui dure depuis très longtemps, depuis plus de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et en juillet dernier, en fait, la juge qui était en charge donc de ce cas avait statué que non, le XRP n'était pas un security, en tout cas dans le cadre des échanges sur les marchés secondaires, donc via une plateforme d'échange de crypto-monnaies, quand vous en achetez ou quand vous en vendez. Puisque c'est tout le cœur de ce procès, c'est de savoir si XRP était une security ou non. Donc c'était le premier revers de la SEC, d'accord ? Et évidemment, elle a demandé à faire appel pour pouvoir avoir une nouvelle décision dans le cadre de cette affaire, chose qui a été donc refusée par la juge la semaine dernière, parce que finalement les arguments de la SEC étaient, d'après elle, complètement incohérents, avec des arguments changeants. Enfin, voilà. Donc la SEC s'est un petit peu ridiculisée encore une fois sur ce cas-là, et c'est pas la première fois, et surtout dans les dernières semaines, on en a parlé ensemble déjà sur ce plateau avec Grayscale qui avait voulu convertir son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot, ce qui avait été refusé, mais la SEC n'avait pas réussi dans un autre procès à expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait refusé cette demande. Donc ça fait quand même beaucoup de défaites en peu de temps. Ça ternit l'image de la SEC, et justement, on a des voix qui commencent à s'élever contre le président Gary Gensler, des voix en interne déjà au sein de l'institution, mais aussi à l'extérieur, et même parfois certaines personnes qui sont justement en charge de gérer cette entité, ce gendarme financier des États-Unis, qui lui demande des comptes en fait, tout simplement, qui lui demande d'expliquer ce comportement un peu incompréhensible, ces décisions parfois, et aussi ce flou réglementaire qui laisse planer sur le marché des crypto-monnaies, parce que, comme vous l'avez dit, évidemment, ça met en jeu la réputation de cette institution américaine, mais aussi, ça met en jeu le développement d'une industrie, l'industrie des crypto-monnaies, qui est une industrie que beaucoup aux États-Unis jugent comme porteuse. Qui pourrait rapporter beaucoup d'argent dans les années à venir aux États-Unis, et ça pourrait porter préjudice à l'économie américaine. Tout à fait, les États-Unis sont leaders de ce marché. Et avec une régulation comme celle-là, on voit, et on l'observe déjà, les grands acteurs commencent à se tourner vers d'autres territoires, l'Europe, les Royaumes-Unis. Et donc, finalement, il y a quand même pour eux un gros enjeu à ce que les choses soient clarifiées très vite. Jérémy, Gary Gensler, il est menacé au sein de la SEC ? Il est temps qu'il soit menacé, en tout cas. Non, mais je suis d'accord avec Lilian. Cela fait des mois qu'il se ridiculise, et qu'il ridiculise une des institutions les plus importantes des États-Unis. On peut dire ridiculiser carrément. Oui, c'était déjà le cas lors du premier jugement rendu par cette juridiction, un tribunal de New York, sur Ripple. Encore une fois, salé sur cet appel-là. En plus, en l'occurrence, je ne veux pas me substituer à la justice américaine. Pour moi, le XRP, et je vais encore me faire des amis, je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau de BFM Crypto, le XRP pour moi a été émis comme un titre financier, comme une security, ça ne fait aucun doute. Donc je pense qu'il démontre de mauvais arguments. En tout cas, ils sont incohérents, et cela prouve en fait à quel point ils sont mauvais. Alors là, je vais avoir sur X ou Twitter, l'ex-Twitter, des afflux de messages de la part de la XRP Army, comme on l'appelle, les fans de ce jeton-là. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que cela démontre une certaine incompétence de la part de Gary Gensler, qui a été incohérent au fil des mois. On rappelle que c'est aussi la SEC qui a réglementé FTX finalement, donc et qui a même
une certaine acquaintance, quelques affinités, une certaine proximité entre Gary Gensler et la famille Sam Bankman-Fried. Donc je ne vois pas ce que fait ce monsieur encore à l'heure actuelle à son poste-là. Il est clairement menacé. Pour le moment, c'est même la CFTC qui devrait peut-être reprendre la main sur certains de ces dossiers-là et qui est peut-être même la chambre la plus compétente pour traiter de ce dossier-là. Ça, c'est intéressant. Là, on devrait se dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est la CFTC ou alors la SEC qui devrait prendre la main sur tout ce qui est Web3 aux États-Unis, ou alors est-ce qu'ils devraient se partager les deux? C'est quoi? C'est la CFTC qui devait prendre Bitcoin et la SEC les autres? Comment? Il y a plusieurs projets de loi qui arrivent, qui ont été déposés. Quelle serait la meilleure logique? Qui sont analysés. En tout cas, là, je pense que la SEC est toujours légitime à traiter de la question des securities. C'est son rôle. Mais encore une fois, faut-il savoir ce que l'on met dans cette case-là. Et pour le moment, ça n'a pas été encore rangé, ça n'a pas encore été établi. Il y a eu des projets de loi aux États-Unis qui sont encore une fois à l'étude et qui pourraient permettre de clarifier justement ces rôles entre la CFTC et la SEC. Il est probable que la CFTC, en tout cas, regagne beaucoup plus de compétences et qu'on la voit plus sur ce type de sujet dans les mois à venir, dans les années à venir, une fois que cette réglementation-là passera. Et pour finir là-dessus rapidement, honnêtement, Gary Gensler, c'est quoi? C'est de la mauvaise foi dont il fait preuve, ou alors c'est de l'incompétence? Qu'on parlait d'incompétence, mais il connaît quand même il a été prof de blockchain il y a quelques années. Il connaît quand même ce secteur. Alors on n'est pas dans sa tête, mais qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Quelle est son intention profonde, honnêtement? C'est quoi? C'est un calcul? C'est un peu étonnant parce que finalement, dans ces discussions, on se rend compte que la réponse, elle est pas si complexe que ça à trouver. On est assez d'accord pour dire que une majorité des crypto-monnaies qui ont été émises pourraient être considérées comme des securities. Pour XRP d'ailleurs, je précise là-dessus, le jugement a parlé uniquement du marché secondaire pour les investisseurs privés lors des phases de levée de fonds, enfin de vente de tokens. Là, on est encore en discussion parce que, en effet, je pense que ça pourrait clairement être considéré comme un securities. Et c'est le cas pour une majorité des crypto-monnaies. Et voilà, même nous, on le dit avec honnêteté. Donc, je pense qu'il n'y a pas de gros débat. Il pourrait clairement se positionner, il pourrait clairement mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sait pas ce qui se passe, et c'est pour ça que justement, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui pousse pour que Gary Gensler soit mis à la porte, parce que même les grands acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies demandent à ce qu'on ait un cadre réglementaire qui soit plus strict pour pouvoir au moins comprendre où est-ce qu'on met les pieds et qu'est-ce qu'il faut faire correctement pour pouvoir émettre un token ou pour pouvoir simplement le mettre à la vente à des clients. Donc il y a un paradoxe. Les élections américaines, novembre 2024, ça pourrait changer quelque chose? Évidemment. En tout cas, c'est plutôt, pour le coup, c'est plutôt les républicains qui sont en faveur d'une réglementation vraiment claire et, je vais pas dire laxiste, parce que ça sera clairement pas le cas, mais qui permettra d'amener une certaine, qui est plutôt pro-cryptoactif finalement dans l'ensemble. Bon, à voir si c'est le candidat républicain qui l'emportera. Je sais pas si c'est souhaitable, mais quoi qu'il en soit, oui, ce sera forcément nécessaire, en tout cas, qu'à partir de ce moment-là, le marché américain devienne, en tout cas, beaucoup plus clair. À l'heure actuelle, enfin, Lilian le disait, il y a une grosse compétition. L'Union européenne s'est bien positionnée avec l'arrivée de MiCA, qui amène une certaine réglementation. Il y a des acteurs étrangers qui s'installent en effet en Europe, on le sait à Paris. L'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais est en train de mettre sa réglementation également en place, est plutôt claire. Hong Kong et le marché asiatique est aussi très accueillant envers les acteurs crypto. Donc c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de compétitivité pour les États-Unis. Et en effet, il est temps qu'ils se positionnent là-dessus et qu'il y ait un peu plus de clarification. En tout cas, pour le moment, cela fait notre bonheur, pas celui des États-Unis. Beaucoup de choses à dire, à suivre ces démêlés judiciaires, et notamment avec le feuilleton FTX qu'on suit toutes les semaines dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Jérémy Lebescon, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club. Tout de suite, restez bien avec nous.